Quand les soldats romains ont défoncé les portes du tombeau de Cléopâtre, ils s'attendaient à trouver un cadavre. À la place, ils ont découvert 3 femmes, disposées dans un tableau macabre de loyauté et de mort. L'air était lourd d'encens et de quelque chose de plus doux, les premières effluves de décomposition. Cléopâtre reposait sur sa couche dorée, parée comme une déesse, la couronne encore parfaitement posée sur sa tête. À ses pieds, Hira, sans vie, la main encore tendue comme si elle avait voulu saisir sa maîtresse. Et Charmion, respirant à peine, les doigts tremblants ajustant le diadème de sa reine avant de s'effondrer à son tour. Les Romains fixaient la scène, incrédules. Était-ce du dévouement? De la contrainte? Ou quelque chose de bien plus sombre? L'histoire célébrerait cette scène comme une noble loyauté, des servantes fidèles suivant leur reine dans la mort. Mais derrière les portes dorées de cette chambre se cachaient des secrets qui ne devaient jamais être prononcés. Que savaient Hira et Charmion? Et quel prix ont-elles payé pour ce savoir, bien avant que le poison ne touche leurs lèvres? Servir Cléopâtre signifiait privilège et prestige, mais cela signifiait aussi que tu lui appartenais, corps et âme, sans possibilité de fuite. Hira et Charmion n'étaient pas nées esclaves. Elles venaient de familles nobles, peut-être même de l'aristocratie grecque ou de royaumes conquis qui payaient tribut au trône ptolémaïque. Enfants, pas plus de 8 ou 9 ans, elles furent choisies. Leur beauté, leur grâce, leur intelligence en faisaient des candidates parfaites. Mais ce qui ressemblait à un honneur était en réalité une condamnation. Elles furent englouties par le palais, arrachées à leur famille, introduites dans un monde d'où il n'y avait pas de retour. Là, elles apprirent à déchiffrer chaque geste, à anticiper chaque désir avant que Cléopâtre ne le formule. Elles étudièrent les cosmétiques, la fabrication de parfums, les soins capillaires, les arts secrets qui transformaient une reine en déesse vivante. Elles apprirent à se taire, même quand elles entendaient ce qu'elles n'auraient jamais dû entendre. La vie au palais était un paradoxe de luxe et de captivité. Elles dormaient sur des coussins de soie dans des chambres de marbre, mangeaient dans des assiettes dorées, mais les portes étaient gardées. Elles portaient de fines étoffes, mais dessous, elles étaient prisonnières. Chaque mouvement était surveillé. Chaque mot était pesé. Un regard déplacé, une phrase imprudente, et elles pouvaient disparaître silencieusement, sans explication, comme si elles n'avaient jamais existé. Elles devinrent témoins de tout. Elles virent Cléopâtre dans ses moments les plus vulnérables, pleurant sur des défaites politiques, tremblant de rage, nue et fragile dans les bras d'hommes puissants. Elles entendirent des secrets d'État, des complots meurtriers, des murmures désespérés sur les trônes et les trahisons. Ce savoir était mortel. Elles en savaient trop pour être jamais libérées. Hira était réputée pour son habileté avec les fragrances, elle mélangeait les huiles exotiques qui parfumaient la peau de Cléopâtre. Charmion était sa confidente dans des affaires plus sombres, formée à l'art de la discrétion et peut-être aussi à l'art du poison. Toutes deux étaient plus que des servantes. Elles étaient complices, compagnes, gardiennes de secrets. Mais sous la façade d'intimité et de confiance se cachait une vérité de fer, elles appartenaient à Cléopâtre. Non comme des amies bien-aimées, mais comme des possessions précieuses, mais remplaçables. Leurs rêves, leurs désirs, leurs peurs furent enterrés sous le poids du service royal. Elles n'avaient pas de vie propre. Seulement la leur, enchaînée à l'ombre de Cléopâtre, jusqu'au dernier souffle. Cléopâtre n'était pas seulement la reine d'Égypte, elle était une manipulatrice magistrale qui bâtit son empire sur le charme, l'intelligence et l'obéissance absolue de ses proches. Elle parlait couramment 9 langues, du grec et du latin aux dialectes d'Éthiopie et d'Arabie. Elle maîtrisait les mathématiques, la philosophie, l'astronomie. Mais son arme la plus redoutable n'était pas son esprit, c'était sa capacité à se mettre en scène. Chaque rencontre était du théâtre. Chaque geste calculé. Et dans les coulisses de ce spectacle somptueux se tenaient Hira et Charmion, les architectes invisibles de son pouvoir. Quand Cléopâtre recevait Jules César, c'étaient ses servantes qui la drapaient dans des étoffes brodées d'or, capturant la lumière comme du feu liquide. Quand elle séduisait Marc-Antoine, elles appliquaient des couches de colle autour de ses yeux célèbres, hypnotiques, qui menaient les hommes à leur perte. Chaque boucle était parfaitement arrangée. Chaque parfum soigneusement choisi.
Hira mélangeait des huiles de myrrhe, de jasmin et de cannelle qui faisaient sentir la peau de Cléopâtre comme celle d'une déesse. Charmion sélectionnait les bijoux, perles de la mer Rouge, émeraudes d'Inde qui signalaient richesse et faveur divine. Elles étaient plus que des servantes. Elles étaient les accessoiristes d'une illusion qui façonnait des empires. Mais à chaque intimité qu'elles orchestraient, leur danger grandissait. Elles étaient dans la pièce quand Cléopâtre murmurait à César comment elle pourrait contrôler Rome de l'intérieur. Elles entendaient Antoine, ivre, parler de trahison, d'Octave, de la guerre à venir. Elles voyaient leur reine pleurer non pas la souveraine majestueuse, mais la femme désespérée sentant son empire lui glisser entre les doigts. Ce savoir les liait à Cléopâtre plus étroitement que des chaînes ne l'auraient jamais pu. Elle ne pouvait pas fuir. Où irait-elle? Rome les torturerait pour extraire leurs secrets. Les ennemis d'Égypte les exécuteraient comme traîtresses. Et Cléopâtre elle-même? Elle ne risquerait jamais que ses faiblesses les plus intimes franchissent les murs du palais. Hira et Charmion devinrent des extensions de la reine, des ombres sans substance propre. Elles observaient Cléopâtre manipuler les hommes, déplacer des armées, ébranler des trônes. Elles furent témoins de l'histoire, mais leurs propres histoires furent effacées. Invisibles, muettes, emprisonnées dans une cage dorée de pouvoir et de paranoïa qui se refermait un peu plus chaque jour. Les récits historiques suggèrent quelque chose de plus sombre, les servantes qui déplaisaient à Cléopâtre avaient une façon de disparaître, et celles qui restaient vivaient dans une peur constante. Les chroniqueurs antiques ne le mentionnent qu'en passant de vagues allusions à la discipline et au test de loyauté au sein des appartements royaux. Cassius Dion écrivit sur la nature impitoyable de Cléopâtre envers ceux qui trahissaient sa confiance. Plutarque suggéra que la reine ne connaissait aucune pitié pour la trahison, même parmi ses proches. Que signifiaient réellement ces formulations euphémiques? Au palais, les rumeurs circulaient. Une jeune servante qui avait trop bavardé sur la visite nocturne de César ne fut plus jamais revue. Une autre, qui aurait rencontré un amant en dehors des murs du palais, disparut sans laisser de traces, son nom effacé des registres, comme si elle n'avait jamais existé. Certains disaient qu'elles avaient été envoyées dans les provinces extérieures. D'autres murmuraient des destins plus sombres, poison, noyade dans le Nil, exécution secrète dans les catacombes sous le palais. Hira et Charmion comprenaient le message. La discrétion absolue n'était pas une vertu, c'était une condition de survie. La paranoïa grandissait comme une maladie. Cléopâtre ne faisait totalement confiance à personne, pas même à celle qui la baignait quotidiennement, l'habillait, la nourrissait de ses secrets les plus intimes. Chaque murmure entre les servantes pouvait être interprété comme une conspiration. Chaque regard qui s'attardait trop longtemps, comme une trahison. La reine testait leur loyauté de manière cruelle, leur ordonnant d'accomplir des tâches impossibles, d'exécuter des actes humiliants pour prouver leur dévotion. Il n'y avait pas d'alliés dans cette prison dorée. Hira ne pouvait pas faire entièrement confiance à Charmion, car peut-être rapportait-elle secrètement à la reine. Charmion ne pouvait pas savoir si Hira utiliserait ses peurs contre elle. L'isolement était l'arme la plus cruelle, chaque femme seule avec sa terreur, incapable de partager, d'avertir, de fuir. Alors que la pression de Rome s'intensifiait et que le pouvoir de Cléopâtre commençait à s'effriter, son contrôle se resserra. Elle avait besoin d'une sécurité absolue, d'une soumission absolue. Les servantes ne furent plus seulement des domestiques, elles devinrent prisonnières d'une relation qui se toxifiait à chaque revers politique. Cléopâtre s'accrochait à elle, non par amour, mais par nécessité. Et elle savait, si la reine tombait, elle tomberait avec elle. Il n'y avait plus d'autre issue. Hira et Charmion n'étaient pas que des servantes, elles étaient les témoins muets des moments les plus intimes de Cléopâtre avec les hommes les plus puissants de Rome. Elles étaient présentes quand Jules César entra pour la première fois dans les appartements de Cléopâtre, ses yeux emplis de désir et de calculs politiques. Elles préparèrent leur reine pour cette nuit, parfumant sa peau, dénouant ses cheveux, choisissant des étoffes transparentes qui promettaient plus qu'elles ne cachaient. Et puis elles attendirent dehors, écoutant à travers les rideaux de soie les murmures, les rires, les bruits du pouvoir négocié dans la chair. Au matin, elles virent les traces. Draps déchirés. Coupe de vin vide. Les cartes militaires de César, négligemment éparpillées sur le sol,
des plans de bataille pour des royaumes aux côtés des restes de leur séduction. Des années plus tard, le rituel se répéta avec Marc-Antoine, mais cette fois, c'était plus brut, plus désespéré. Antoine buvait jusqu'à perdre connaissance, hurlait dans une rage ivre contre Octave, contre Rome, contre la trahison. Charmion dut plus d'une fois le relever du sol, soutenant son corps massif pendant qu'il tempêtait contre des ennemis imaginaires. Hira essuyait le vomi, cachait les amphores brisées avant que Cléopâtre ne voie l'étendue de sa déchéance. Elles étaient là quand Césarion naquit, le fils de Cléopâtre, le lien vivant avec l'héritage de César. Elles entendirent l'enfant crier, virent le sang, sentirent la tension politique dans cette pièce. Cet enfant était une preuve. Preuve de trahison envers Rome, de l'ambition de Cléopâtre, d'une union qui pouvait déclencher des guerres. Et elles étaient dans les conseils de guerre. Se tenant invisibles dans l'ombre, remplissant le vin tandis que généraux et rois traçaient le destin de l'Égypte sur des cartes. Elles entendirent des plans d'invasion. Des noms de traîtres. Des stratégies de meurtre. Chaque mot une condamnation à mort, s'il atteignait les mauvaises oreilles. Le savoir devint d'un poids insupportable. Elle ne pouvait pas effacer la vision de Cléopâtre manipulant ses amants. Elle ne pouvait pas oublier les plans désespérés, alors que les légions d'Octave se rapprochaient. Elle savait que l'Égypte perdait. Elle savait que Rome ne ferait pas de prisonniers qui en savaient trop. Chaque nuit, elle se couchait en sachant que leur silence était leur vie. Un mot de travers, un moment de faiblesse, et elle mourait pas rapidement, pas sans douleur. Rome avait des méthodes pour arracher les secrets aux gens. Torture. Humiliation publique. Exécution qui durait des jours. Alors elle se taisait. Mais le silence les rongeait de l'intérieur, tandis que le monde autour d'elle s'embrasait et que la chute inévitable se rapprochait. La bataille navale qui détruisit l'indépendance de l'Égypte scella aussi le destin de tous dans le cercle intérieur de Cléopâtre, il n'y aurait pas de survivants. Le 2 septembre 31 avant notre ère, au large des côtes de Grèce, 2 flottes entrèrent en collision dans un enfer de feu et de sang. L'armada unie d'Antoine et Cléopâtre contre la discipline de fer d'Octave. La bataille devait assurer la liberté de l'Égypte. Au lieu de cela, elle devint un massacre. Hira et Charmion étaient à bord de la galère royale de Cléopâtre, cachés sous le pont quand le chaos éclata. Elles entendirent le bois se fendre, les cris des hommes mourants, le sifflement du feu grégeois transformant les navires en cercueils flamboyants. Puis, soudain, le mouvement. Le navire de Cléopâtre vira. Elle fuyait. La reine avait abandonné la bataille, et avec elle 60 navires de sa flotte. Antoine, dans une folie aveugle, la suivit, laissant ses hommes derrière pour mourir. Ce n'était pas une décision stratégique. C'était la panique. L'effondrement. La fin. De retour à Alexandrie, le silence était assourdissant. Antoine se barricada dans son palais, refusant de parler, de manger, de régner. Il était brisé, une ombre du guerrier qui avait jadis conquis la moitié du monde. Cléopâtre se retira dans son mausolée, un monument fortifié qu'elle avait fait construire pour son propre enterrement. Et Hira et Charmion la suivirent à l'intérieur. Ce n'était plus un palais. C'était une tombe attendant ses occupants. Les jours se transformèrent en semaines. Les provisions furent rationnées. Les fenêtres restèrent grillagées. Dehors, l'armée d'Octave se rapprochait, méthodique, impitoyable, comme un nœud coulant se resserrant lentement. Des messagers apportaient des nouvelles de cités tombées, de généraux déserteurs, de trahisons à tous les niveaux. L'Égypte se vidait de son sang, et personne ne venait la sauver. Hira et Charmion comprenaient ce que cela signifiait. Elles ne pouvaient pas fuir où iraient 2 servantes égyptiennes dans un monde sous contrôle romain. Elles ne pouvaient pas trahir Cléopâtre, cela signifierait une exécution immédiate. Et rester ? Rome les torturerait pour extraire chaque secret avant qu'elles ne meurent. Quand les troupes d'Octave atteignirent Alexandrie et encerclèrent le monument, la vérité était claire, leur destin était scellé. Elles n'étaient plus des servantes. Elles étaient des prisonnières attendant leur exécution, enfermées avec une reine désespérée dans un cercueil de pierre. Pendant 3 jours, Cléopâtre et ses servantes furent enfermées dans un monument semblable à une tombe,
et ce qui s'est passé dans cette obscurité ne serait jamais entièrement raconté. Le mausolée n'avait jamais été conçu pour les vivants. D'étroits couloirs de pierre froide. Des plafonds si bas que même marcher courbé faisait mal. De minuscules fenêtres, grillagées et hautes, laissant à peine passer la lumière. L'air était épais, étouffant, imprégné de l'odeur d'encens qui ne pouvait masquer la panique montante. C'était une crypte, et elles y étaient enterrées vivantes. Cléopâtre oscillait entre rage furieuse et désespoir glacial. Un instant, elle hurlait contre les murs, maudissant Octave, maudissant Rome, maudissant Antoine pour sa trahison sur le champ de bataille. L'instant suivant, elle s'asseyait muette, rigide, les yeux vides, une statue d'espoir brisée. Hira et Charmion se déplaçaient comme des ombres autour d'elle, tentant de réconforter, sachant qu'aucun mot ne pourrait arrêter les ténèbres à venir. Puis Antoine arriva. Des soldats romains lui avaient dit que Cléopâtre était morte. Dans son désespoir, il s'enfonça lui-même son épée dans le ventre d'une mort romaine, pensa-t-il, honorable et rapide. Mais il manqua son cœur. Quand la nouvelle arriva que Cléopâtre vivait encore, ces hommes traînèrent son corps sanglant et mourant jusqu'au monument. Les portes étaient scellées. Les Romains encerclaient le bâtiment. La seule possibilité était une fenêtre étroite à l'étage supérieur. Hira et Charmion durent le hisser, un soldat massif et mourant dont le sang coulait le long des murs tandis qu'il hurlait de douleur. Leurs mains glissaient sur son corps trempé de sang. Leurs muscles brûlaient. Charmion vomit sous l'effort et l'horreur. Mais elles le tirèrent à l'intérieur. Antoine mourut dans les bras de Cléopâtre, gargouillant, s'étouffant dans son propre sang. Les servantes se tenaient à côté, incapables de détourner le regard tandis que le général le plus puissant de Rome périssait comme un animal abattu. Puis elles durent retirer son corps. Le traîner dans un coin sombre. Essuyer les flaques de sang. Et continuer à vivre dans ce cauchemar. Cléopâtre commença à planifier. Pas une fuite, c'était impossible. Mais la mort. Une mort contrôlée. Elle ne donnerait pas à Rome la satisfaction de la traîner enchaînée dans les rues. Elle fit chercher du poison. Hira commença à mélanger des substances extraites de laurier rose, de ciguë, de belladone. Charmion organisa secrètement des essais esclaves, prisonniers, des gens dont personne n'entendrait les cris. Elles observèrent combien de temps chaque poison prenait, combien de douleurs il causait, lequel apportait la mort la plus rapide et la plus digne. Où cherchait-elle le légendaire Aspic, le cobra égyptien dont la morsure apportait paralysie et mort sans agonie? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose était claire, Hira et Charmion ne préparaient pas seulement la mort de leur reine. Elles préparaient la leur. La question était seulement, avaient-elles le choix? Quand les Romains trouvèrent les 3 femmes mortes, la scène ressemblait à un suicide paisible, mais l'analyse forensique raconte une histoire différente, plus inquiétante. Plutarque décrivit la scène avec une précision théâtrale. Cléopâtre reposait sur sa couche dorée, parée de vêtements royaux, la couronne parfaitement posée sur sa tête. À ses pieds gisait Hira, déjà sans vie, son visage paisible comme si elle s'était simplement endormie. Charmion se tenait encore debout à peine, tremblante, ajustant d'une dernière force le diadème de sa maîtresse. Cela a-t-il été bien fait? Aurait demandé un garde romain. Les derniers mots de Charmion, très bien, et digne d'une reine. Puis elle aussi s'effondra. C'était trop parfait. Trop mis en scène. Trop symétrique. Comment 3 femmes sont-elles mortes en quelques minutes? Le poison n'agit pas simultanément sur des corps différents, le poids, le métabolisme, la dose, tout varie. Hira était déjà morte quand les Romains entrèrent. Charmion vivait encore quelques secondes. Cléopâtre était chaude, fraîchement décédée. Le timing n'a aucun sens pour un pacte suicidaire spontané. Les toxicologues modernes doutent de la théorie de la morsure de serpent. Un cobra égyptien laisserait des gonflements, des décolorations, des marques de morsure visibles. Les rapports romains n'en mentionnent aucune. De plus, un serpent serait peu fiable, il pourrait refuser de mordre ou injecter une dose non mortelle. Cléopâtre était trop méthodique pour faire confiance au hasard. Plus probable, un cocktail de poison soigneusement mélangé.
Peut-être de la ciguë combinée à de l'opium, paralysie rapide, dérive douce, douleur minimale. Mais qui a bu en premier? C'est là que cela devient sombre. Certains historiens croient au pacte romantique, 3 femmes qui décidèrent ensemble de refuser leur dignité à Rome. Mais d'autres preuves suggèrent quelque chose de plus brutal. Et si Cléopâtre avait tué ses servantes pour garantir leur silence? Elle savait ce que Rome faisait aux prisonniers qui gardaient des secrets. Torture. Humiliation. Exécution publique. Hira et Charmion en savaient trop sur les visites de César, les stratégies d'Antoine, les défenses affaiblies de l'Égypte. Peut-être Cléopâtre leur donna-t-elle le poison commun, choix, bois maintenant ou attend la torture romaine. Peut-être le mélangea-t-elle au vin sans les prévenir. Peut-être les força-t-elle sous la menace de tuer leur famille si elles ne obéissaient pas. Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est certaine, ces femmes n'avaient pas de véritable échappatoire. Qu'elles aient pris la coupe volontairement ou qu'elle leur ait été imposée, le résultat était le même. Elles moururent pour protéger les secrets de Cléopâtre. Leur dernier souffle ne leur appartenait pas. Même dans la mort, elles appartenaient à leur reine. Octave ne pouvait pas laisser la vérité de ce qui s'était passé dans cette pièce se répandre, alors il réécrivit l'histoire, et Hira et Charmion devinrent des notes de bas de page tragiques plutôt que des victimes. Rome avait besoin d'un récit spécifique. La mort de Cléopâtre devait paraître noble, une reine fière choisissant le suicide honorable plutôt que de se soumettre à Rome. Cette histoire servait parfaitement la propagande d'Octave, il n'avait pas assassiné une femme, mais vaincu une séductrice dangereuse qui s'était jugée elle-même propre, poétique, politiquement utile. Mais qu'en était-il des servantes? Leur présence compliquait le récit. Étaient-elles victimes? Complices? Témoins de quelque chose de plus sombre? Octave décida, elles seraient réduites à des symboles de dévotion fidèle. Pas des humaines avec des peurs, des rêves ou des contraintes, juste des détails décoratifs dans la légende de Cléopâtre. Leurs noms apparaissent à peine dans les archives historiques. Plutarque les mentionne en passant. Cassius Dion leur donne des phrases, pas des histoires. Aucun historien ne demanda, qui était-elle? Que ressentait-elle? Avait-elle le choix? La propagande romaine les transforma en servantes fidèles, sans visage, des accessoires dans un spectacle moral sur la loyauté et le devoir. Leur corps? Probablement enterrés dans des tombes sans marque, loin des honneurs royaux. Cléopâtre reçut des funérailles aux côtés d'Antoine, un dernier symbole d'amour tragique. Mais Hira et Charmion? Rien. Pas de pierre tombale. Pas d'inscription. Pas de souvenir. Comme si elles n'avaient jamais existé. Qu'est-il arrivé à leur famille, si elles en avaient? La pratique romaine après les conquêtes était brutale, les parents des serviteurs du palais étaient souvent réduits en esclavage ou exécutés pour prévenir d'éventuels actes de vengeance. Si Hira ou Charmion avaient des parents, des frères et sœurs ou des enfants, eux aussi disparurent de l'histoire, effacés, oubliés, sans importance. Les découvertes archéologiques suggèrent quelque chose d'encore plus sombre. Des fouilles près du mausolée présumé de Cléopâtre ont révélé plusieurs squelettes féminins non identifiés enterrés à la hâte, sans rituel, sans nom. Les analyses forensiques suggèrent que certains sont morts en même temps. Hira et Charmion étaient-elles les seules servantes mortes ce jour-là? Oui, en avait-il d'autres, des domestiques moins connus également réduites au silence, dont les noms n'ont même pas effleuré l'histoire? Rome les effaça systématiquement. Tandis que Cléopâtre devenait la séductrice mythique, l'héroïne tragique, la légende éternelle, ses servantes restèrent des ombres. Rendues invisibles. Réduites au silence. Effacées de l'histoire comme si leur vie et leur mort étaient insignifiantes. 2000 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si Hira et Charmion moururent comme victimes consentantes ou comme les dernières victimes de Cléopâtre, et cette incertitude révèle tout sur la façon dont l'histoire traite les femmes qui servaient le pouvoir. Le récit traditionnel les célèbre comme martyrs de la loyauté, des âmes nobles qui aimaient tant leur reine qu'elles moururent volontairement avec elle. Mais les historiennes féministes posent des questions inconfortables, quel vrai choix avaient-elles? Des femmes qui passèrent toute leur vie en captivité pouvaient-elles vraiment décider, librement?
Ou leur loyauté était-elle juste un autre mot pour la contrainte? Nous romantisons leur mort parce que c'est plus facile que la vérité. C'est plus beau de croire qu'elles moururent par amour, pas par peur. Qu'elles étaient des héroïnes, pas des victimes. Mais cette romantisation efface l'horreur de leur vie, les années de contrôle, d'isolement, de captivité psychologique. Leur histoire reflète des réalités modernes, des gens servant des figures puissantes, piégés dans des systèmes dont il n'y a pas d'échappatoire. Des assistants personnels gardant les secrets de milliardaires. Des domestiques dans des régimes autoritaires. Des gens dont le silence est acheté par des récompenses ou imposé par la mort. La vraie tragédie d'Ira et Charmian n'est pas leur mort, c'est leur oubli. Nous ne saurons jamais ce qu'elles ressentirent quand le poison toucha leurs lèvres. Si elles pleurèrent, prièrent ou cherchèrent désespérément une autre voie. Leurs pensées, leurs peurs, leurs derniers mots tout effacés, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs qui profitèrent de leur silence. Elles furent réduites à des notes de bas de page dans la légende de Cléopâtre. Leur humanité sacrifiée pour un récit plus propre. Leur souffrance ignorée pour une histoire plus belle. Peut-être est-il temps que nous questionnions chaque servante fidèle dans l'histoire et que nous demandions quelles voix ont été réduites au silence pour que des légendes puissent naître.